se rendre compte, c'est que pendant longtemps, on a des femmes qui sont invisibles dans le monde du travail. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée importante. Elles sont invisibles dans le monde du travail. Alors, invisibles, ça ne veut pas dire qu'elles n'y sont pas. Hein. Ça veut dire simplement qu'on ne les voit pas travailler ou qu'on n'a pas forcément la trace comme quoi elles ont travaillé. Hein. C'est évidemment deux choses un petit peu différentes. Alors, comment on sait quand même évidemment qu'il y avait des femmes qui travaillaient? Là, c'est le réflexe aussi de l'historien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme moyen pour appréhender ça? Alors, comme moyen, je vous en cite quelques-uns. Hein. Comme source pour en parler, on a par exemple la peinture. La peinture, ça peut être une source un peu indirecte qui va nous témoigner du fait qu'il y avait des femmes qui ont travaillé. Hein, je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que la peinture, hein, il peut y avoir également la littérature. Souvent dans la littérature, sans forcément évidemment que l'écrivain soit un féministe ou quelque chose comme ça, hein, mais l'écrivain, notamment les réalistes du 19e, 20e, ils veulent décrire la société telle qu'elle est. Donc quand ils vont décrire la société telle qu'elle est, à un moment donné, ils vont peut-être donner des notations sur les femmes, mais ce n'est pas leur but de faire un exercice ou du moins de faire un texte complet dessus. Et puis il y a aussi le travail de l'historien. Le travail de l'historien, c'est-à-dire peut-être de remettre un petit peu tout ça aussi en forme. Les historiens se sont penchés beaucoup sur l'histoire des femmes. Alors il faut savoir juste historiquement que ça vient des États-Unis. C'est aux États-Unis qu'on a été les premiers, les Américains ont été les premiers à s'intéresser à l'histoire des femmes. Alors juste en deux mots, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit que les femmes étaient pendant longtemps invisibles dans le monde du travail, ils constituaient ce qu'on appelait aux États-Unis une minorité. Et vous savez qu'aux États-Unis, la logique des minorités, c'est une logique importante, puisqu'il faut que les minorités soient représentées et soient visibles. Donc si on devait caricaturer, il y avait une minorité femme, comme il y avait une minorité noire, etc. Et donc il y a eu tout un mouvement historique pour montrer que ces femmes avaient travaillé. Alors, petit exemple, en peinture. Voilà. En peinture, alors là, vous avez un tableau de la fin du 19e, qui est fait par quelqu'un qui s'appelait l'Hermite. Bon, dans ce tableau de la fin du 19e, vous voyez bien qu'il y a des hommes, il n'y a pas de problème. Ça, il y a des hommes. Et quand même, vous voyez le paradoxe, c'est qu'il y a une femme, mais qu'elle est, j'allais dire, tournée. Bon, il y en a un qui a un petit peu la tête baissée, etc. Mais tous les hommes sont associés, si je puis dire, à une activité, alors qu'elle, la seule activité à laquelle elle est associée, vous voyez, c'est le fait de nourrir son enfant. D'accord? Donc là, il y a évidemment bien ces femmes-là, mais simplement des femmes qui sont vues sous un angle, c'est la femme, c'est la mère. Voilà. Point. Ça, c'est le point que l'on remarque. Autre cas, ça c'est une autre peinture ultra célèbre qui s'appelle les glaneuses. Hein. Et bien là, pour le coup, il n'y a que des femmes, puisqu'on considérait effectivement que ce travail devait être fait par des femmes, que c'était des choses, j'allais dire, qu'elles pouvaient faire, qui étaient dans leur corde. Alors soyons clairs, vous voyez, pendant longtemps, il y a cette idée que ça ne demande aucune compétence. Voilà. Donc c'est du travail fait pour les femmes, c'est pas du travail de force qui serait éventuellement fait par les hommes dans le cadre de l'agriculture. Voilà. Dans la littérature, alors là il faut, on a l'avantage maintenant, vous savez, avec tous les textes qui sont scannés, on peut faire des recherches par mots-clés. Hein. C'est bien pratique, parce qu'autrement, s'il fallait lire tous les bouquins pour trouver la ligne où on parle des femmes, là c'est un bouquin que vous connaissez sans doute, Germinal, de Zola. Dans Germinal de Zola, effectivement, eh bien, à un moment donné, il y a une description et on voit qu'il y a comme un mineur qui a un petit peu de mal à se déplacer, etc. Et on s'aperçoit que autrement, elle s'était glissée, etc. etc. Elle s'était glissée pour notamment l'aider à remettre sa berline sur les rails. Ça veut dire qu'a priori, il y avait bien une femme qui était là. C'était pas elle, si je puis dire, qui était le mineur officiel, mais enfin, elle était à proximité. Donc, c'est pas parce qu'on ne parlait pas d'elle qu'il n'y avait pas effectivement des femmes. Si on prend 2 secondes aussi le cas des mines, vous savez que pendant très longtemps, il y a des choses qu'on n'évoquait pas non plus. Hein. Il y avait des chevaux dans les mines, etc. Personne ne parlait des chevaux dans les mines parce que voilà, on considérait que c'était juste un moyen de transport. Et après, on s'est rendu compte que c'était quand même des fois très important. Et puis, je vous ai dit aussi qu'il y avait le travail de l'historien. Alors, le travail de l'historien, ça peut se traduire comme ça. Vous avez une revue qui existe maintenant depuis quelques années quand même, qui s'appelle Clio. Et Clio, son but, c'est en fait de faire l'histoire des femmes. Alors, pas simplement l'histoire des femmes, si je puis dire, pour l'histoire des femmes, mais pour montrer qu'il y a tout un pan de l'histoire qu'il faut aborder sous l'angle, mais que faisaient les femmes, effectivement, à ce moment-là. Donc, en gros, il faut penser aussi à une chose, c'est que la société française, pendant longtemps, elle a été agricole, rurale. Comme elle était agricole, rurale, donc à partir de là, la femme aidait évidemment son mari. Elle aidait son mari, mais il y avait le chef de famille, ou le chef de production, c'était l'homme. Donc on ne voyait pas effectivement cette femme, alors évidemment qu'elle produisait. D'accord? Ça c'est un point à bien avoir en tête. Alors, au niveau national, justement, pour vous situer un petit peu les choses, je vais vous passer juste un petit extrait, c'est un petit film qui dure 3 minutes, mais qui vous permet aussi peut-être de resituer un petit peu ça, justement, dans un cadre un peu plus large.
pour se rendre compte que quand on parle du travail des femmes, ça a été une très très longue histoire. Ça dure 3 minutes. Les femmes est-il une victoire ou un retour en arrière? Les analyses sont bien sûr différentes en fonction des personnes interrogées. Mais ce qui est incontestable, c'est le chemin parcouru en un siècle par les femmes. Tout a commencé avec la Première Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient sur le front. Amélie Deloy, Myriam Métami. Tout un peuple mobilisé. Les hommes au front, leurs épouses et leurs sœurs dans les usines d'armement. Avec la Grande Guerre, les femmes sont forcées d'entrer dans l'industrie et les transports, des secteurs jusque-là réservés aux hommes. Ce mouvement se généralise entre deux guerres. À la Libération, le pays est en ruine, les femmes deviennent des salariés à part entière. En 1946, la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est supprimée. Après la crise, l'embellie économique des 30 glorieuses. Pour prospérer, la société a besoin de tous. Cette fois encore, les femmes répondent à l'appel, mais leur statut social est encore inadapté. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement préalable de leur mari. L'émancipation est en marche. L'accès aux études et la révolution sexuelle vont bouleverser la place des femmes dans le monde du travail. La pilule contraceptive leur permet de choisir librement entre vie active et vie familiale. En 1967, la contraception est légalisée. Les femmes affirment leur autonomie, mais le combat n'est pas terminé. Un nouveau slogan apparaît, à travail égal, salaire égal. En 1972, l'égalité de rémunération est enfin inscrite dans la loi. Tout était possible, un univers s'ouvrait enfin de l'égalité pour les femmes. Le problème, c'est qu'après, la réalité n'a pas été à la hauteur des espoirs, qui étaient considérables. Le sentiment, effectivement, qu'enfin, les femmes prenaient toute leur place. Sur le papier, la place des femmes dans le monde du travail ne cesse de se renforcer. 1983. Promulgation d'une loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mais la pratique ne suit pas. Les vrais facteurs d'inégalité sont culturels et non pas juridiques. À niveau d'études égales, les femmes sont généralement exclues des postes de direction. C'est ce qui conduit Patricia à créer sa propre entreprise de communication et d'événementiel il y a 4 ans. Tout commence avec la restructuration du groupe dans lequel elle travaillait à l'époque. Je n'ai pas pu conserver mon poste parce qu'il y avait donc des hommes à mettre en place sur ce poste-là. Et c'était vraiment lié à l'activité masculine. Hein. Donc je n'ai pas pu conserver mon poste, ce qui fait que j'ai quitté l'entreprise, bien sûr. Aujourd'hui, les femmes représentent moins d'un quart des chefs d'entreprise pour près de la moitié de la population active. Elles sont encore souvent confinées à des métiers peu qualifiés et peu valorisés. 30 ans après la loi sur l'égalité salariale, le constat est navrant. Le salaire des femmes reste en moyenne inférieur de 25% à celui des hommes. Aujourd'hui, si le travail de nuit des femmes est légalisé, c'est un dernier tabou qui tombe. Mais dans les faits, l'égalité est encore loin d'être acquise. Je ne me fais pas une illusion totalement démesurée sur le fait que tout d'un coup, il semblerait que les blocages culturels sont en train de voler à l'éclat. La vérité, c'est qu'il y a des besoins économiques très forts. Moi, j'en prends acte et j'utilise cette vague pour avancer sur les politiques de l'égalité que je construis. Aujourd'hui, les femmes constituent toujours plus de la moitié des chômeurs et elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir un emploi précaire. Après avoir gagné sur le terrain législatif, elles doivent maintenant imposer l'égalité professionnelle dans les mentalités. Autoriser le travail. Alors, juste une chose par rapport donc, à ce petit film, vous avez vu qu'il fait un petit peu le récapitulatif d'un siècle quand même, hein, entre 1914, là c'était jusqu'à 2000, sur un peu l'évolution des femmes. Il y a deux choses vraiment essentielles à retenir. La première chose, vous l'avez vu, c'est qu'à partir du moment où les femmes vont avoir le droit de vote en 44-45, ben, elles ont forcément une visibilité. D'accord? Donc on ne peut plus faire comme avant en disant ben, on utilisait des fois le travail des femmes, mais on ne les voyait pas, etc. Elles deviennent par définition 50% du corps électoral. Donc il faut bien vous rendre compte que parce qu'il y a eu le droit de vote, à partir de là, ça enclenche aussi, si vous voulez, le fait qu'elles vont pouvoir être un peu plus visibles dans le monde économique. Et puis la deuxième chose, on le voit dans le petit film, vous le savez, c'est qu'à partir de 44-45 aussi, pareil, ça va être l'époque de ce qu'on va appeler le développement du secteur tertiaire. Le développement du secteur tertiaire, alors ça peut être du secrétariat ou des choses comme ça, et à l'époque, effectivement, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de choses comme ça, donc forcément, il faut, j'allais dire, comme on disait à l'époque, des petites mains, nombreuses, pour effectivement faire tout ce travail-là. Et bien là, évidemment, les femmes vont pouvoir s'engouffrer dans cette voie-là. Donc vous comprenez que grâce à cette activité-là, économique, grâce au vote, à partir de là, ils vont devenir un peu plus visibles. Enfin, il faut quand même
vous le voyez attendre un sacré moment. Hein. Et l'exemple classique, voilà, c'est ça, vous voyez, la première fois qu'une femme vote, et puis là, effectivement, le métier de secrétariat qui sont assez révélateurs, assez classiques de l'époque. Juste une chose, là, quand les femmes votent, si vous reprenez les textes de l'époque, notamment des journaux, ça 44-45, 44 le décret application, les journaux sont affolés, hein, parce qu'ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui va sortir des urnes hein. Il faut essayer de se rendre compte. Hein. Il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'il va falloir accompagner les femmes au bureau de vote? Est-ce qu'elles vont savoir faire? Mais voilà, c'est ça hein, quand même, il faut se rendre compte, c'était il y a 70 ans. Hein, donc à l'échelle de l'histoire, 70 ans, c'est hier. Hein. Okay. Alors, maintenant, au niveau de la Franche-Comté, de ce travail des femmes, etc., maintenant qu'on a situé un peu le cadre, quelques éléments. Alors, vous avez, on est parti de ça tout à l'heure, vous avez donc de l'horlogerie qui a existé donc à Morée. Alors, en fait, à Morée, dans le Jura, il faut savoir qu'il y a eu tout un tas de cycles économiques. Au départ, ils faisaient des clous. Après, ils faisaient de l'horlogerie. Et puis après, ils faisaient des lunettes. D'accord? Donc il y a eu tout un tas comme ça de cycles économiques à Morée. Ils n'ont pas fait effectivement que ça. Alors pour vous donner une petite idée, on a un chiffre. On sait qu'en 1840, il y a 127 femmes qui étaient considérées, comme on disait, lunetières. Hein, donc qui fabriquaient des lunettes. 127 femmes en 1840. Bon, l'important c'est quoi? C'est une comparaison. Donc 127 en 1840. 40 ans plus tard, on estime qu'il y en a 812. D'accord? Donc 127 en 1840, 812 en 1880. Donc on voit bien que là, il y a une activité économique qui est quand même assez forte. Et puis, évidemment, ce n'est pas du tout un hasard que ça marche bien. Parce que quand vous y réfléchissez, faire des lunettes à l'époque, c'est travailler du métal. Et travailler du métal, c'est quelque chose qui peut se faire à la maison. Il ne faut pas du tout imaginer des usines comme aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez ramener des petits morceaux de métal à la maison, et puis vous allez travailler ce métal, entre guillemets, quand vous avez le temps. Et d'ailleurs, c'était souvent ce que témoignaient les extraits, ou du moins les discussions qui ont pu être collectées pendant longtemps, etc. C'est que parfois la femme continue à avoir une activité, j'allais dire agricole, rurale. Alors, en gros, si on caricaturait, on peut aller traire la vache, et puis quand on revient, on continue à faire des fils qui vont servir à faire des lunettes, etc. Donc, c'est une activité dans laquelle on peut s'interrompre. C'est une activité qui peut se faire à la maison. Puis c'est une activité, effectivement, qui ne demande pas de formation particulière. Si la seule formation, c'est quoi? Ça serait presque une transmission, j'allais dire, mère-fille ou des choses comme ça. Donc c'est une activité, effectivement, qui est très très développée à l'époque. Et voilà, par exemple, ici, hein, vous avez un atelier de cette époque-là. Et dans cet atelier de cette époque-là, hein, on est dans un atelier de polissage aussi qui va servir donc, pour tous ces différents produits. Bah, vous avez des hommes et des femmes. D'accord? Donc, j'allais dire, s'il y a besoin de main-d'œuvre, on n'hésite pas, hein, on prend les femmes, ça pose aucun problème. D'accord? Et puis, à Morée aussi, on va faire un paire de lunettes de moto. Oui, parce qu'il faut quand même se rendre compte aussi d'un truc. Hein, au début du 20e, par exemple, aussi, si vous avez des voitures, vous n'avez pas de pare-brise. Donc, je vous laisse imaginer, vous n'allez pas à 80 km/h, on est d'accord? Enfin, quand vous allez à 30 km/h, vous allez avoir 2-3 moucherons quand même. Enfin, je vous laisse imaginer un peu l'ambiance. Hein. Donc, en fait, il va y avoir une super mode, si on peut dire, des paires de lunettes auto et moto. Et vous le voyez, il va y avoir avec ces paires de lunettes, si je puis dire, des travaux de couture, des choses comme ça. Alors pareil, hein, si on est caricatural, bah, on va plutôt penser aux femmes pour faire ce travail qu'aux hommes. Donc, comme on parle d'auto, moto au début du 20e, je vous laisse imaginer, le marché est absolument énorme, et effectivement, ça s'est pas mal développé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore après ressourcer tout ça? Après 1945, début de la société des loisirs, les lunettes, pareil, hein, donc on essaie de faire des choses assez créatives. Alors, vous avez aussi Bois d'Amont. Bois d'Amont, donc on est pareil dans le Jura, et à Bois d'Amont, eh bien, on a fabriqué tout un tas de boîtes. Tout un tas de boîtes. Alors, vous en avez, c'est des boîtes à fromage. Là, vous pouvez voir effectivement ces dames. Alors ça, elles ne sont pas du 19e, ces dames-là, mais enfin, c'est sur des produits... c'est exactement le même principe. Hein. Ça, c'est des machines, des espèces de tours, mais ça n'a quasiment pas changé. Bah, vous le voyez, en fait, on utilise quoi? On utilise la matière locale, le bois. Okay, et on va en faire des boîtes à fromage, on va en faire des boîtes à pharmacie, on va en faire plein de choses. Et pour ça, hein, si je puis dire, ce n'est pas un travail de force. Et puis surtout, c'est quoi? C'est un travail qui est complémentaire. C'est-à-dire que comme on est quand même dans des coins du Jura un petit peu reculés, selon la période de l'année, eh bien, on peut être soit dans l'agriculture, soit un peu dans de la petite industrie. Donc c'est un complément très très intéressant. Et donc ces femmes, elles travaillaient comme ça, ce qu'on appelle ces morceaux qu'on appelle des targes. Hein. Ça, c'est assez classique à l'époque. Autre exemple, alors là, en Nord-Franche-Comté, on est à Japy. Alors Japy, c'est une marque aujourd'hui qui est quasiment inconnue, sauf éventuellement si on fait les brocantes, parce qu'il y a des réveils Japy, il y a des trucs comme ça.
pensez quand même que Japy, à un moment donné, c'est le concurrent de Peugeot en termes de puissance industrielle. Bon, il y en a un qui est resté, il y en a un quand même qui a disparu. Mais regardez Japy, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Japy, par exemple, c'est les premiers qui ont fait des machines à écrire. Les premiers qui ont fait des machines à écrire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, secrétariat, etc. Vous imaginez le marché. Donc, ils ont fait des machines à écrire, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils faisaient aussi beaucoup de casseroles, d'articles de cuisine, de choses comme ça. Et comme on l'a dit, effectivement, amélioration économique à partir de 1945, on s'équipe en produits. Et donc, Japy, dans le Nord-Franche-Comté, c'était vraiment aussi un endroit de production assez important. Aujourd'hui, ça a été racheté par une société qui s'appelle Christelle. Et Christelle joue sur le luxe et joue aussi des fois un peu sur le côté, justement, traditionnel, en disant, on a repris ce que faisait Japy auparavant. Je vous donne un chiffre. Pour Japy, il faisait 110 modèles différents d'articles de cuisine. 110 modèles différents d'articles de cuisine, et notamment, évidemment, avec des femmes que vous voyez travailler ici. Encore un petit exemple, à Siam. Siam, on est dans le Jura encore. Siam, dans le Jura, vous avez des forges. D'accord? Alors, attention, pas de femmes aux forges, puisque c'est du travail de feu, du travail de force, etc. Simplement, à Siam, voilà comment c'était un petit peu l'ambiance. On dit c'est la vie à la forge. Essayez d'imaginer, si vous voulez, un endroit où vous avez à la fois le lieu d'habitation et le lieu de travail. Les gens vivaient un petit peu, comme on dit, en autarcie. Si vous avez aussi en comparaison éventuellement dans le coin Arquesnan, vous savez, dans le projet d'Arquesnan, il y avait cette idée qu'on travaillait et qu'on vivait au même endroit. Eh bien, aux forges de Siam, c'était la même chose. Donc, évidemment, ces femmes, elles n'étaient pas en train de faire des travaux de forge, mais elles étaient là pour toute la vie économique qui allait avec. Je vous en donne un ou deux petits exemples. Elles faisaient du repassage, de la broderie, et puis également tout ce qui pouvait être, on va dire, des petits travaux qui pouvaient éventuellement aider. Donc ça, c'est les forges de Siam. Aujourd'hui, ça peut encore se visiter, mais surtout à côté, vous avez un très très beau château, qui est un des plus beaux châteaux de Franche-Comté, mais qui est quasiment inconnu. Et puis enfin, une autre activité de femme, le tissage. Le tissage, alors là, ici on est à Orchamps, parce que je n'ai pas retrouvé d'image pour Audincourt, mais celle qui était le plus célèbre, c'était à Audincourt. À Audincourt, vous aviez des usines de tissage. Bah regardez, ok, là il y a des messieurs, mais autrement, effectivement, vous allez avoir des dames qui vont être en train de fabriquer ces différents produits. Ça, c'était quelque chose d'assez classique à l'époque. Du tissage, par exemple. Et puis j'ai retrouvé un petit exemple aussi. Là, on est à Besançon. Alors, j'ai mis Besançon, mais en gros, vous pouvez retenir que c'est partout. En Franche-Comté, c'est ce qu'on appelle les lavandières. Alors, vous reconnaissez peut-être, on est vers la tour de la Plotte. Voilà, c'est là où ça a brûlé l'année dernière, vous vous rappelez? Bon, on est sur le quai, d'accord? La tour de la Plotte. Et bien, là où normalement, maintenant, vous savez, il y a les gens qui mettent leur voiture, puis quand ça monte. Voilà. Et bien là, regardez ce qu'il y avait. Ben, vous aviez ces espèces de petites baraques, si on peut dire. Et alors, évidemment, en termes d'hygiène, ça va vous sembler un peu moyen, mais il faut imaginer donc, ce qu'on appelait les lavandières. Eh bien, elles faisaient, si vous voulez, elles lavaient le linge, d'accord? Elles lavaient le linge, même le doux, d'accord? Donc, vous imaginez, alors, c'est bien quand vous êtes au début de la chaîne. Si vous arrivez au bout de la chaîne, à un moment donné, c'est un peu moins bien. Et les lavandières, c'était quoi? C'était une manière, effectivement, pour ces femmes d'avoir une activité économique, de laver comme ça. Juste une précision, dans les petits villages, il n'y avait pas ça. Parce que si vous habitez dans un petit village, voilà, il y a les lavoirs. Les lavoirs, aujourd'hui, qu'on a conservés, etc., c'était l'endroit où on se retrouvait, puis en même temps, on discutait, puis on avançait, etc. En ville, il n'y avait pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait des barques flottantes, comme ça, et qui servaient, effectivement, pour laver son linge. Et c'était une activité économique très importante, c'est une activité dont on avait besoin. Oui. Elle lavait le linge de qui? Alors, ça pouvait être, on va dire, pareil, ça pouvait être du linge qu'on leur amenait, d'accord? Ça pouvait, pareil, on va dire, dans le côté familial assez large, mais ça faisait quand même une rentrée d'argent. Okay. Il y en a également du côté de Taragnou, il y avait également, je ne vous ai pas mis l'affiche, mais il y a, vous voyez, ça, les barques lavandières du quai de Strasbourg, ça faisait partie des cartes postales, un petit peu. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Dernier petit point, aujourd'hui, effectivement, si vous allez à Morée, on a commencé à Morée, il ne faudrait pas avoir une image uniquement, j'allais dire, passéiste ou terminée de tout ça. Je vous montre un petit reportage qui date de l'année dernière, c'était le 13h de TF1, ça dure 2 minutes, vous voyez, ils sont allés à Morée pour voir aujourd'hui ce qu'il en reste. Cette